Si on prend des femmes du mur, elles sont autant légitimes de demander de se rapprocher finalement du Créateur. Dans l'espace des femmes assez éloignées de la méritza qui les sépare des hommes, une lecture pourrait se faire entre femmes, par des femmes, et aucun homme n'entendrait la voix, puisque c'est quand même un peu la frontière ultime de cette question-là. Elle s'appelle Myriam Tanji, elle est artiste, peintre, photographe et poète. Elle est avec nous pour parler des femmes du mur, ou plutôt du titre de son exposition à la recherche d'une prière pacifique, une exposition virtuelle évidemment. Bonjour Myriam. Bonjour. Vous avez décidé, depuis que vous avez réalisé ce très beau reportage photo sur les femmes du mur, parce que c'est de ça qu'on va parler, oui. Vous envoyez, paraît-il, tous les Rosh Chodesh, ces photos, à qui veut bien les recevoir? C'est à une liste, à ma liste d'emails. Voilà, il suffit de me le demander. Mais c'est dans la prolongation de mon travail sur la méritza. C'est-à-dire que depuis 2003, j'ai fait toute une série sur la question de la place de la femme dans la synagogue. Et donc cette série est une sorte de prolongement, en quelque sorte de branche, qui est sorti de ce travail. C'est quand même un sujet sulfureux, parce que c'est vrai qu'en Israël, dès qu'on parle des femmes du mur, alors on mélange un peu tout, on va essayer de faire du clair un peu avec vous. On a l'impression qu'on va changer les fondamentaux. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ça. Oui. Alors, les femmes du mur, c'est qui d'abord? Ça commence quand? Au mois de mars 2019, c'était le 30e anniversaire. Donc de cette décision de venir faire une prière des femmes au mur, tous les Rosh Chodesh. Bon, mais c'est pas n'importe quelle femme. Alors au départ, ce sont des femmes orthodoxes. Voilà, c'est ça que les gens oublient. Oui. Ce sont des femmes orthodoxes, absolument. Vraiment dans les règles de l'art. Absolument, qui sont attachées à la halakha et qui veulent simplement pouvoir se réunir et faire une lecture de la Torah sur l'esplanade du côté des femmes. Quand on est à l'étranger, déjà, ce préambule-là, il peut faire tiquer. Parce que les gens ne sont pas habitués à voir des femmes lire la Torah. On peut rappeler aussi que il n'y a pas d'obligation, mais il n'y a pas d'interdit. Alors il y a il y a un espace très flottant entre il n'y a pas d'obligation, mais ce n'est pas interdit. Donc si ce n'est pas interdit, pourquoi ne pas pouvoir le faire? Elles ont lutté pour ça. Elles ont lutté pour ça. C'est elles les fameuses Women of the World. Voilà. Elles ont été rejointes dans le temps, avec des mouvements réformés et Massorti, on peut un peu réclamer une lecture mixte. Là, c'est moins bien passé. L'historique est très complexe, entre des décisions de la Cour suprême qui ont été rejetées puis adoptées, etc., etc. Mais ce qui s'est passé en 2016, il y a eu décision que dans l'espace Robinson, qui est, quand on regarde le mur, qui est à droite en contrebas, qu'il y a un espace dédié pour les lectures mixtes. Effectivement, pour ces mouvements-là. Donc les femmes, j'imagine, orthodoxes du départ, se sont désolidarisées. Alors une partie a accepté, une partie s'est désolidarisée et qui a créé le Original Women of the Wall. C'est-à-dire le mouvement original, c'est-à-dire les femmes qui continuent de réclamer pour que ce soit sur l'esplanade, du côté des femmes, qu'il y ait lecture. Alors vous avez bien sûr été fascinée par ce mélange de femmes qui lisent les mêmes textes. Les psaumes, par exemple? Oui, si on prend les psaumes, oui. D'ailleurs, dans ce moment-là, ce qui était très, très fort, c'était qu'on les voit avec des livres. Alors, les femmes du mur ont créé leur propre sidour, en quelque sorte, qui lisent dans la prière du matin certains psaumes. Et les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont venues particulièrement à ce moment-là pour contrer, justement, leur lecture et leur anniversaire, lisaient aussi des psaumes. C'est ça qui est intéressant. Donc, on a une photo. C'est quoi, cette photo? C'est la mise en place, à 6h30 du matin, la mise en place de ce qui va se passer. Donc, on a d'un côté, à gauche, Anat Hoffman, qui est l'une des leaders de ce mouvement général des Women of the Wall. Donc, le premier, original. Tout mélange confondu. Tout mélange confondu, voilà. Okay. Et les deux jeunes filles qui sont là, qui prennent position au milieu. Derrière elles auront les Women of the Wall, les femmes du mur. Et devant, il y aura toutes les jeunes filles, parce que les jeunes filles des écoles orthodoxes sont venues aussi ce matin-là. Enfin, C'était Rosh Chodesh. C'était Rosh Chodesh. Et voilà, donc ça, c'est la mise en place de ce qui va se passer. C'est le début. C'est le début. Alors là, c'est le fameux sidour dont vous parliez. Voilà, alors donc on voit à l'arrière-plan la jeune femme qui lit dans son sidour, qui fait sa prière du matin, et puis devant, la jeune fille qui lit les psaumes.
pour contrer, d'une certaine manière. Ils ne sont pas d'accord, quoi. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a aussi une dimension, je dirais presque énergétique, c'est-à-dire ces psaumes qui sont lus pour contrer la prière des autres femmes. Elle le disait pas forcément plus haut, elle ne levait pas le voix pour le dire, mais il y avait une présence, une concentration. Et dans certaines photos, on voit cette concentration. Là, c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, de ces jeunes filles qui sont là avec leurs convictions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont toutes des convictions, quel que soit leur bord. C'est assez saisissant de voir un peu, elles sont toutes à fond, on va dire, dans leur engagement, et ça se voit sur les visages, et c'est ça c'est très beau, et c'est en parallèle. Oui, bien sûr, mais c'est ce qui m'a... vous savez, au départ, je suis venue, je ne savais pas trop comment ça allait se passer, ce qui allait se passer, et assez rapidement, j'ai compris ce que j'allais saisir. Sans compter que techniquement, j'avais 3 pellicules, et donc il fallait que je me restreigne d'une certaine manière, mais saisir... Qu'est-ce qu'il y avait à saisir là? Et donc c'était ces deux visages-là, ces deux présences en quelque sorte, qui avec autant de émouna, je devrais dire l'une et l'autre, pour essayer de partager, de partager chacune leurs convictions dans leur opposition. Une guerre silencieuse. Oui, parce que entre temps, en 2013, il y a eu un groupe de femmes ultra-orthodoxes qui s'est appelé les Women for the Wall. Alors que c'était Women of the Wall, voilà, pour le mur, pour essayer justement de créer un mouvement opposé à ce mouvement de femmes. Voilà, alors sur cette image-là qu'on voit, alors là on voit carrément des femmes avec les talites. Oui, ça c'est... Alors, donc la lecture s'est faite ce matin-là à l'espace Robinson. Donc à l'espace réservé pour une lecture mixte. Pour une lecture mixte. Alors... En général, c'est que des femmes, puisque c'était Roche Rodèche avec que des femmes, mais il y a beaucoup d'hommes qui accompagnent pour, en tout cas, les soutenir aussi dans leur combat. Mais là, effectivement, autour du Sefer Torah, c'est que des femmes. Et c'est une femme rabbin réformée qui lit, en l'occurrence, ce matin-là. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en les filmant, en les photographiant, en les observant? J'ai trouvé fascinant ce désir de femme. Très légitime, parce que si on prend celle des femmes du mur, elles sont autant légitimes de demander de se rapprocher finalement du Créateur, parce qu'on pourrait dire, mais vous savez, la question, elles n'ont pas le temps, etc., etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, les femmes d'abord ont du temps, et puisque ce n'est pas interdit. Pourquoi ne pas le faire? C'est ça. Pourquoi ne pas laisser les femmes le faire? Et puis, il y aurait une possibilité, moi je pense, que dans l'espace des femmes, assez éloigné de la méritza qui les sépare des hommes, une lecture pourrait se faire entre femmes, par des femmes, et aucun homme n'entendrait la voix, puisque c'est quand même un peu la frontière ultime de cette question-là, on va dire, la voix des femmes. Mais parce que la voix des femmes, selon la tradition juive, est considérée comme sa nudité, leur nudité. Voilà. Et donc, on ne doit pas entendre la voix. La voix des femmes. Mais bien éloigné, dans un espace avec des séfarim, parce qu'il y a 300 séfarim au Kotel, qui ne sont que pour les hommes. On pourrait en dédier 1 ou 2 pour les femmes, et qu'elles pourraient lire le plus éloigné possible de la méritza. Je pense que ça ne dérangerait personne, puisqu'il n'y a pas d'interdit. Moi-même, dans le kibbutz Shluchot, une de mes filles habite maintenant au kibbutz Shluchot, qui est un kibbutz moderne orthodoxe, comme on dit aujourd'hui, et elles organisent 2 fois par an une lecture pour des femmes, par des femmes, dans un espace séparé. Il y a une très belle synagogue, mais dans un espace séparé, elles organisent une lecture, et je suis montée à la Torah pour la première fois à Shluchot, pour une lecture entre femmes. Ça devait être assez émouvant pour vous? Oui, c'était très, bien sûr. Mais elles le font depuis plus de 20 ans, 25 ans. Maintenant, ça doit faire 30 ans qu'elles le font. Oui, ça paraît, je me mets à la place de ceux qui nous regardent à l'étranger. C'est vrai qu'en Israël, il y a des choses qui sont, forcément, on est au cœur de ce qui se passe, au cœur du judaïsme, et les frontières sont tout à fait différentes de ce qui est... Les interdits, on va dire, sont compris, mieux expliqués, et les choses sont très différentes du judaïsme qui se pratique.
en plus, elles sont très, très étudiées. Elles sont, voilà, tout est vraiment... La fraude sont étudiées. Donc, tout est étudié, absolument. Mais si on prend la question, il y a eu pendant très longtemps, et c'est pas toujours très clair de savoir si, par exemple, la lecture de la Torah, c'est une lecture ou une étude. Pour quelqu'un qui écoute la Torah en entendant tous les mots et en comprenant ce qui est dit, ça peut être une étude. Puisque dans l'écoute, il y a la compréhension qui intervient. Bien sûr. Il n'y a pas d'interdiction pour les femmes d'étudier, mais elles peuvent le faire aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont très importantes pour vous. Oui, notamment le terme orthodoxe, que moi je récuse, que je rejette d'une certaine manière, parce qu'au fond, ce terme apparaît, il faut le rappeler, en 1795, au moment de la Révolution, où il est demandé aux Juifs de se déterminer. Donc il y avait le mouvement réformé qui était déjà là, et donc les Juifs traditionnels, qui étaient le judaïsme... disons, de tous les temps. On les a appelés orthodoxes. Mais au fond, c'est le judaïsme qui est relié à la tradition, à l'attachement. À la oui, mais à l'attachement des textes aussi, des 24 textes, au corpus. C'est ça qui est aussi intéressant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... il y a une continuité, et moi, je les appelle plutôt les adhérents. On va les appeler plutôt les adhérents. C'est-à-dire qu'à la tradition, depuis les origines, et c'est au moment où il y a le mouvement, la réforme qui apparaît et qui va décider de l'usage de ce corpus différemment. Et puis peu à peu, au milieu du 19e siècle, le mouvement Massorti, le mouvement conservateur, qui va lui s'éloigner du mouvement réformé, mais sans pour autant se rapprocher totalement, bien sûr, revenir sur la tradition, mais en prenant des décisions par rapport à ces 24 livres différents, notamment par rapport au Sefer Torah. Hein, le texte même de la Torah, c'est lui qui est central, je pense, dans l'histoire, c'est comment il est considéré par les uns et les autres. Donc l'orthodoxie, pour moi, c'est juste la tradition, en fait. C'est juste l'enchaînement de la tradition. Ça a quand même changé aujourd'hui. Non, aujourd'hui, les groupes se définissent différemment. Vous savez, c'est comme un balancier. Vous tirez d'un côté, hein, voilà, et ben de l'autre côté, on va tirer un peu plus fort. Et c'est, je pense, qu'un mouvement comme ça qui a surgi en quelque sorte. Et souvent, malheureusement, je pense que les mouvements réformés conservatifs traitent le mouvement orthodoxe toujours de ultra-orthodoxe. Mais il y a 50 nuances d'orthodoxie, on va dire. Et surtout, de l'attachement à la tradition. Dans les shtetl et en Ashkenazi ou en Sfaradi, il y avait une synagogue. Il y avait une seule synagogue, il y avait un seul courant. Oui, il y avait le courant de la tradition, c'était tout. Voilà. Et les Juifs qui n'étaient pas... Et tout le monde n'était pas pratiquant, c'est faux de le dire, tout le monde n'était pas pratiquant. Alors aujourd'hui, les choses sont bien changées. Oui, bien sûr. Mais c'est important, je trouve, de rappeler un petit peu ça. C'est-à-dire que ce qu'on appelle l'orthodoxie, ce n'est tout simplement que la continuité, l'adhésion au texte, aux enseignements, à la succession des enseignements. Moi, par exemple, je suis ni réformée, ni conservative, ni orthodoxe. J'essaye d'étudier, de lire, de suivre, de pratiquer. En restant fidèle à la halakha. Oui, en restant fidèle à la halakha et en essayant de comprendre qu'est-ce que c'est que ce texte, qu'est-ce que la Torah, qu'est-ce que la lecture de la Torah. Et au fond, c'est l'alliance. Enfin, le texte même central du Sefer Torah, c'est le texte de l'alliance. Donc vous aimeriez que ces femmes, finalement, s'allient, trouvent un terrain d'entente? Qu'elles étudient, en fait. Je trouve que ça serait intéressant qu'elles étudient, non pas simplement de se réunir pour parler, mais d'étudier. Elles ne se réunissent pas pour parler, elles ne parlent pas déjà. Elles prient à côté. Mais s'il y en avait quelques-unes qui avaient le courage de venir et d'étudier, puisque maintenant il y a des groupes d'études de femmes ensemble, je suis certaine que ça pourrait clarifier, en tout cas, certaines choses. Et puis, il y a aussi une chose que... C'est la question de cette place, hein, le kotel, la place du kotel. Pourquoi l'enjeu est ici? C'est qu'il y a aussi, a-t-on ou pas, une adhésion avec ce qui se passait dans le temple. Parce que c'est au fond, c'est le temple qui est derrière ça, hein, qui est à l'origine de cet endroit-là, même si c'est un mur extérieur, etc. Ce qui se passe derrière, c'était quand même le temple. Donc, est-ce que toutes les femmes sont en adhésion totale avec ce qui se passait dans le temple? Par exemple, il n'y avait que des hommes dans le temple. Est-ce que vous avez posé la question de savoir qui c'est qui faisait le ménage au temple? Non. Non.
J'avoue que non. Bon, eh bien, c'était les Kohanim. Tout le service était fait par des hommes. Ce qu'il y a derrière le Kotel, c'était quand même le temple. Alors, quelle est cette place du temple ? Je crois que c'est Manitou qui dit qu'au fond, qui dit que normalement, le don de la Torah aurait dû se faire à Jérusalem, sur le Har Moria. Si c'est le lieu de résidence choisi par le Créateur, j'ai écrit une fois un article pour se poser la question de savoir, mais au fond, pour qui la mérite ça ? C'est ni pour les hommes, ni pour les femmes proprement dit, mais c'est pour le Créateur. Ouais. On vient pour lui, on vient pas pour socialiser. Et on vient pour justement séparer, pour pouvoir se réunir et se retrouver en verticalité, en quelque sorte. Bon, on sent que pour vous, cette union, cette alliance est très important. J'espère que vous serez peut-être entendu, qu'il y aura un jour une évolution. Enfin, pour l'instant, je pense que les querelles ne sont pas prêtes de se terminer. Voilà, en tout cas, c'est sur dommage. Ce thème-là, c'est dommage. Mais bon, voilà, on a des belles photos en tout cas. Grâce à vous, vous avez une actualité qui est tout autre, puisque vous exposez pour la première fois en Israël, dans la très jolie ville de Rehovot, au centre d'art yéménite de Rehovot, pendant 6 mois. Donc, une très belle exposition, une longue exposition sur les Juifs du Yémen que vous avez été rencontrés. Voilà, dans les années 80, 83, 84 et 86, très exactement. Et c'est la première fois, je crois, que vous exposez. C'est la première fois, oui. Voilà, c'est la première fois. Et je suis assez ravie de le faire en plus ici en Israël. Et à Rehovot, où il y a une grosse communauté de Juifs yéménites, notamment beaucoup de Juifs yéménites que nous avons photographiés dans ces années-là. Qui ont fait leur aliyah. On fait, dans 92-93, sont venus s'installer la plupart en Israël. Ouais, absolument. Donc une très belle exposition, encore une autre facette de votre travail. Donc c'est l'occasion d'y aller. Voilà, le centre d'art yéménite de Rehovot. En tout cas, si on a envie de recevoir vos photos des femmes du mur, alors les femmes pour le mur, les femmes du mur, comme on veut, on fait comment? On vous envoie un mail? Oui, un mail ou un message privé sur Facebook. Ok, voilà. Et vous les envoyez? Et je peux les envoyer, absolument. Trop bien.